Bonjour, euh, je, je vais commencer une autre série de vidéos. J'ai fait la même chose en espagnol, mais je vais parler de l'histoire on part dans ce livre-là, dans le Verret. Je vous ai parlé, c'est un petit livre. Et en plus, les lettres, les caractères, ce sont très petits, les types. C'est froid aujourd'hui. J'espère que vous allez comprendre mon accent, mais ok, on va parler d'Alexandre le Grand parce que c'est le personnage le plus mystérieux, mettons, parce que on a écrit beaucoup sur lui, non? Sur lui. Alors, on pense que c'est macédonien ou quelque chose comme ça, non? Mais dans le texte ancien que Alexandre Lézard a traduit, oui, il a trouvé qu'il est né à le territoire suédois, à la ville de Gothenburg, oui, à l'année 3621 avant notre ère. On va parler de ce qu'il a trouvé dans des anciens textes. D'abord, si vous trouvez que c'est très différent, vous pouvez regarder d'autres vidéos où est-ce que j'ai parlé un peu sur ce sujet-là. Peut-être vous allez comprendre un peu mieux. Ok, on va continuer avec l'histoire que Alexandre Éléazar, l'auteur de cette œuvre, il a trouvé. Moi, je suis désolé parce que je dois faire les vidéos comme ça en marchant, mais c'est à cause que j'ai pas beaucoup de temps de fois, mais je vais en profiter quand même. Je sais que il n'y a pas beaucoup moi je suis amateur de l'histoire, non? Mais c'est pour ça que je vous parle comme ça, même si c'est pas ma langue maternelle. Ouais, on va continuer. Alexandre le Grand, il est né à l'année 3621 à la Carélie. Carélie, ça veut dire la terre des Céliens. Les Céliens, c'était un peuple ancien. Alors, c'était comme à peu près. C'est pour ça qu'on connaît les Hellènes, les fameux Grecs, non? Les ancêtres du grec. Mais c'était ce peuple-là, les Céliens. Alors, les Céliens, désolé. Alors, lui, il a déclaré la guerre à l'empereur à cette époque-là. Lui, il s'appelait Omaitsoi. Alexandre, il a déclaré la guerre parce que à un moment donné, c'était presque le seul territoire à conquérir, en plus d'autres. En plus d'une autre, un petit territoire basque, l'État ibérique. Alors, lui, il comprenait que
Euh, je vais vous raconter un peu des précédents de cette guerre-là, parce que la guerre, oui, le motif, c'était que l'empereur Omaitsoi, il avait plané une vieille tactique avec laquelle les empereurs, il donnait sa main en mariage pour... c'était une vieille stratégie. Avec cette stratégie, il, il, il avait une alliance, mettons, entre guillemets, une alliance, parce que le mariage, c'est ça qui donnait. Mais les, les, désolé, je dois surveiller les moutons. Mais c'est ça, le mariage donnait cette alliance, mais souvent c'était juste temporaire parce que cet empereur appartenait à une race, la race païenne. Je sais qu'en français, aujourd'hui, c'est la même chose, mais en espagnol, on l'entend comme pagan. Pagan, peut-être, non? Mais cette race avait toujours la même stratégie de, de, de faire tromper à l'autre, à ses alliés. Alors, tout le temps, il planait des motifs faux ou des choses, des motifs souvent inventés ou fabriqués, non? Truqués. Alors, Alexandre, il soupçonnait ça. Alors, il a fait, il a fait croire à l'empereur, au Maitsoi, qu'il allait le donner le oui, le donner oui, son approbation pour se marier, mais à un moment donné, il avait son idée à lui de rapter ou de, de soulever, mettons, je ne sais pas. Je vais mettre le mot correct en bas. C'est souvent ce que je fais parce que des fois, je ne trouve pas le mot correct, mais oui, de prendre la fille de Maitsoi comme, oui, comme, c'était pour déclarer la guerre, non? Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et il se dirige vers le territoire ukrainien. Aujourd'hui, c'est le territoire ukrainien, mais avant, il devait traverser Moscou. Moscou, c'est une vieille ville. Alors, on voit que c'est très différent de l'histoire racontée. Mais les preuves, ce sont dans des anciens textes, dans des gravures, dans des textes, des caractères qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais il a trouvé, lui, Alexandre Eleazar, l'auteur de ce livre-là, que partout dans le monde, les anciens textes parlaient la même chose. Je sais que ça c'est comme incroyable, non, des fois, parce que on pense que les anciens textes sont très différents parce que le peuple c'était différent, mais lui, il a trouvé que toute cette humanité avait une origine. Alors,
C'est pour ça que j'ai mis à l'étudier parce que l'histoire qu'il racontait, il n'y avait pas de foi, de fondement. On sait que l'histoire l'écrit les vainqueurs, mais il y a beaucoup d'incohérences, non? Alors, on peut essayer de comprendre un peu l'histoire racontée par Alexandre Lézard. On va voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Alors, je vais continuer avec cette histoire. Le royaume, la ville de Moscou. La ville de Moscou, c'était fondé très très anciennement. Peut-être, je pense, 10 000 ans, même un peu plus, avant notre ère, peut-être. À l'entour de au moins 9000 ans avant notre ère, parce que c'était un lieu il y avait un cénotaphe, je pense. C'est dans les textes anciens, Alexandre Lézard a trouvé que la race blanche avait arrivé ici, sur la terre. Il y a 12 000 ans, je pense. Dans l'année, je crois, 1800, oui, 1876, je pense. Je vais vous mettre la date, mais il a fait les calculs. Alors, on voit que c'est une chose grande à dire, non? Parce que même si je risque d'être jugé par un fou, mais c'est ça qu'il a trouvé, je pense. Je crois que c'est très possible, mais les preuves sont là, dans le texte. Ok, alors je ne le sais pas vous, mais il y a des textes, il y a des gravures. Alors, et pourquoi je crois à lui? C'est parce que j'ai vérifié un peu les symboles et ils sont une cohérence. Ok, je ne suis pas expert dans les symboles, mais à fur et à mesure que je lis beaucoup de livres, j'ai pu éprouver qu'il y a une cohérence, même avec les hiéroglyphes, je ne sais pas comment on dit, égyptiens. Même aussi, je n'ai pas traduit les textes cunéiformes parce que c'est très compliqué. Mais les autres, ils ont une cohérence. L'ibérique, les celtiques, les grecs, les étrusques, toutes ces langues anciennes qu'on dit indéchiffrables. Mais on va continuer avec l'histoire. Alors, Alexandre le Grand, il faisait partie de cette race blanche. Alors, il a libéré Moscou. Moscou, ça veut dire la tombe de la mer, mettons. Je vais avoir le langage correct pour ça. Mais de toute façon, à fur et à mesure qu'on se donne compte de
de tout ça, je vais améliorer les mots, le langage. Alors, c'est pas la même chose de tous les jours, non? Alors, même des fois en espagnol, ça me complique un peu, mais en français, un peu pire. De toute façon, l'histoire, ça reste que les, lui, Alexandre le Grand, il a rencontré les ducs de, c'était Dardanos, et je viens de trouver que en français, les Troyens, on peut le dire aussi Dardanos, je ne savais pas ça en espagnol, parce que, moi personnellement, je ne savais pas ça, mais en espagnol, on ne dit pas ça, Dardanos, je ne savais pas ça. Même pas dans l'histoire de l'Iliade d'Homère ou de l'Odyssée d'Homère. Et on va voir que cette histoire-là, l'Iliade et l'Odyssée, c'est fabriqué pour cacher la légende, la vraie légende troyenne. Alors, lui, Dardanos, il était originaire du territoire ukrainien. Il était au milieu de rivière Voronezh et de rivière Don. Alors, son nom à lui, ça veut dire le propriétaire du Don. Dar, ça veut dire le propriétaire, et Don, ça veut dire la même chose. Un peu à peu près la même chose, mais ça a pris un autre significat après. Mais je vais vous expliquer après, ok? Alors, il y a beaucoup à parler, mais surtout, ceux qui commencent à avoir des ressemblances, ils vont voir que lui, dans son histoire, il trouve beaucoup de connexions partout. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de à moins l'écouter, à moins le lire, non? Mais oui, je vais continuer. Louis Dardanos, il s'est rencontré avec Alexandre le Grand. Et à cette époque-là, Alexandre, quand il a commencé la guerre, il avait 19 ans. Et quand il a rencontré Dardanos, je pense qu'il avait 22, je crois. Je me souviens plus, je me souviens pas bien, mais Dardanos, il avait 32, je crois. Ouais. C'était 10 ans ou 11 ans plus vieux. Alors, ils sont rencontrés aussi à Bituregi et ils sont alliés. Bituregi, c'était un autre mettons, capitaine. Les deux, c'était ses alliés. Alors, cette guerre, ils ont libéré beaucoup de territoires. Et ils sont allés. La capitale de l'empire de Omaitsoi, c'était le 12e empire païen. Son capitale, c'était à la ville de Cádiz, en Espagne, à la péninsule ibérique, mettons. Mais à cette époque-là, cette ville s'appelait Cádiz, je crois. Cádiz, avec K.
Alexandre Lassa utilise toujours les lettres les plus anciennes, je crois. La K, c'était plus ancien que celle de la C. Que la C, oui. Mais il y a beaucoup de sujets à parler, non? Mais je vais essayer de rester sur le sujet de la guerre. Alors, ils sont avancés jusqu'à la ville de Troyes, sur le Sienne. Ils ont bien sûr libéré beaucoup de villages et villes au milieu, sur les plaines de la Russie de l'Ouest. Alors, ils sont arrivés sur le Sienne. Et là, à la ville de Troyes, il y avait une fortification, une tour. Et là, il s'est planté, il a resté là l'empereur Omeitsuei pour supporter ses forces parce que s'il n'était pas là, l'armée, elle avait quitté il y a longtemps. Mais c'est à cause que lui, il était là, présent. C'est à cause de là qu'il ne désertait pas. Mais, alors, ils sont restés là pendant 10 ans. Et au total, cette guerre-là, ça a duré 13 ans. 13 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traditions sur le nombre 13. C'est de la bonne chance pour quelqu'un, surtout les croyants en Dieu, un Dieu tout-puissant. Parce qu'Alexandre le Grand, il avait cette croyance-là dans tout Dieu tout-puissant, mais tout le peuple, la race blanche originaire, avant d'être mélangé avec les païens. Parce qu'aujourd'hui, on est tous mélangés, presque tous. Il y a très petit d'originaires blancs. À l'origine, ils avaient les yeux bleus et un peu les yeux verts, mais c'était les yeux bleus. Alors, quand ils ont fait sa victoire, lui, Alexandre, je vais vous dire c'était quoi la stratégie de la victoire. C'est très intéressant, mais peut-être dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter un peu plus sur cette victoire. Non? Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos sur ça. Mais on va continuer de dire c'est quoi qu'il a fait un peu après la victoire. Et, il a fait un traité avec les autres deux alliés à la ville de Irouane. Aujourd'hui, ça c'est la ville de Rouen. Et il a fait sa traité sur cette victoire. Et à partir de ce moment-là, ils sont appelés les trois rois Magones. Magone, ça veut dire de Marie Dieu, qui appartient à Marie et Dieu, mettons. En espagnol, c'est plus, ça reste un peu plus pareil, parce qu'on dit magos. Mais en français, je pense c'est mage, ouais.
les trois rois mages. C'est pour ça que qu'on on fait les trois rois mages. Je ne suis pas sûr si en France on fait ça, mais c'est une c'était ça, c'est la victoire sur l'Empire. C'était fêté le 26, le 26 décembre d'aujourd'hui, de nos jours. Mais la Épiphanie, ça a passé quand ils ont signé le traité, c'était 6 jours après, le 31 décembre, à la ville de Rouen. Alors, c'était 6 jours après. À ce moment-là, le jour de la victoire, c'était le premier jour de l'année. Et le jour de signe du traité en Rouen, c'était le 6, c'était l'épiphanie. Aujourd'hui, c'est déplacé, mais c'est ça que c'était avant. Avant, c'était les premiers jours, presque sur tout le territoire, la Gaule. Après la mort d'Alexandre, je vais vous raconter tout ce qu'il a fait après la victoire dans de prochaines vidéos, bien sûr, parce que c'est pas facile à expliquer tout ça, mais bien sûr c'est plus facile que rechercher tout ça et regarder la taille de type. Regardez, c'est très petit. Alors, il y a beaucoup de contenu. Et c'est juste ça qu'il a pu publier avant sa mort, parce qu'il est décédé dans l'année 2004. Imaginez, c'est quoi qu'il manque, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers dans son bureau. Ok, je vais arrêter parce que sinon, ça va devenir très long. Je vous remercie de votre patience et je vais essayer de faire d'autres vidéos, peut-être demain ou dans les prochains jours. Merci beaucoup et à la prochaine.